Bonjour chers voyageurs en Terre du Milieu, on se retrouve pour parler du 16e chapitre de la Cuenta Silmarillion qui parle de Maeglin. C'est notre 18e épisode dans le Silmarillion. Mais donc aujourd'hui on parle d'un chapitre très important. Rappelez-vous, au dernier épisode, on avait parlé un petit peu de comment Thingol avait appris, notamment avec sa femme qui cuisine Galadriel, comment il avait appris les méfaits des Noldor, justement, et comment aussi, Finrod avait terminé de faire Nargothrond, alors que Turgon, lui, avait mis plusieurs années pour construire Gondolin, mais ça y est, Gondolin, la ville elfique est cachée, donc est terminée, et c'est vraiment autour de Gondolin que va se concentrer notre histoire après. Le chapitre 16, qui s'appelle Maeglin, de Maeglin, commence avec Aredel, Ar-Féiniel, qui est la fille de Fingolfin. Alors, donc, rappelez-vous, dans le clan elfe de la maison de Finwë, donc on a Fëanor, et on a Fingolfin et Finarfin dans les enfants de Finwë. Et c'est chez Fingolfin, là-bas, au milieu, que ça nous intéresse, parce que Fingolfin, il a ici, voilà, théoriquement il a 4 enfants, mais là il y en a 3. On a Fingon, Turgon et Aredel. Et c'est Aredel qui nous intéresse ici. Donc, c'est la fille de Fingolfin, la sœur de Turgon. Rappelez-vous, Turgon, c'est celui qui a fait Gondolin. Voilà. C'est bon? Vous remettez? Donc, on va parler d'Aredel, mais ça va tourner aussi autour de son frère qui s'appelle Turgon. Turgon qui est le père aussi d'une petite fille elfe, enfin petite fille maintenant qui est devenue femme, mais qui s'appelle Idril. La dernière fois qu'on en a parlé, elle était pas très grande. on va parler. Donc ça va parler d'Aredel, la fille de Fingolfin, qui vit à Gondolin avec son frère Turgon. Voilà. Et un jour, parce que rappelez-vous, la ville de Gondolin, on peut pas en sortir. Turgon sait qu'elle va finir par être détruite, et donc il veut la garder cachée le plus longtemps possible. Et donc personne ne rentre, personne ne sort. Et donc un jour, Aredel va demander à son frère le roi la permission de partir. Il va lui accorder à contre-cœur, à condition qu'elle rejoigne son autre frère, qui est dans la région du Hithlum. Bref, c'est à l'ouest. Mais elle va désobéir. Et elle va partir à la recherche de ses cousins. Voilà, ses cousins du côté de Fëanor. Elle va partir à la recherche de Celegorm et Curufin, qui eux ne sont pas à l'ouest, mais à l'est du Beleriand. Voilà. Pour ceux qui étaient là pendant le chapitre sur le Beleriand et ses royaumes, rappelez-vous vraiment, Fingolfin et sa famille avaient l'ouest, alors que les fils de Fëanor avaient vraiment plus l'est, quasi collé aux montagnes bleues. Et donc Aredel, elle veut chercher ses cousins et elle va se séparer de son escorte. Elle va arriver chez ses cousins, mais ils sont absents. Et elle va s'impatienter. Et donc elle va partir seule à cheval. Et là, elle va rentrer dans une forêt. La forêt de Nan Elmoth. Et il faut savoir que cette forêt de Nan Elmoth, c'est là où Thingol et Melian se sont rencontrés la première fois. C'est une forêt qui est assez spéciale, où il y a une sorte de drôle d'ambiance dans cette forêt. Et là, par sorte d'enchantement, elle va être conduite vers une maison, là où habite un elfe un peu spécial. Un elfe qui est seul, un elfe qui s'appelle Éol, qui est un forgeron hyper habile et qui a une très bonne relation avec les nains, figurez-vous. Alors, c'est très bizarre, ce passage-là, parce que Aredel ne semble pas spécialement amoureuse d'Éol. C'est comme si elle était retenue un peu contre son gré d'une certaine façon. Mais Éol finit par épouser Aredel. Voilà. Non sans qu'elle y consente, voilà. Et ils vont avoir un fils. Maeglin. Donc, on est un peu sur une histoire un peu spéciale. Il faut savoir que les femmes elfes ne peuvent pas... comment ? On en reparlera plus tard, je pense. Mais il faut imaginer un syndrome de Stockholm, quoi. Ils ont leur fils, Maeglin, mais il ressemble... Maeglin, en naissant, il ressemble vraiment à un elfe Noldor. Enfin, c'est vraiment... Voilà.
Mais il ressemble très fort par son caractère et son esprit à son père. Faut savoir que Éole n'est pas un Noldo. C'est un elfe qui n'a donc pas vu la lumière des arbres. On est sur un elfe dit sombre, autant en caractère que voilà, du fait qu'il n'ait pas vu les arbres. On est sur un sale caractère. Voilà. C'est pour te donner une idée, Slayer Bro. Je suis pas experte en psychologie, mais c'est pour te donner une idée. En fait, le contexte est assez particulier autour d'Aredel et Éole, tu vois. Et Maeglin, comme son père, voilà, il va apprendre beaucoup des nains, notamment l'art de la recherche des métaux et des gemmes. Il aime surtout écouter les récits de sa maman sur les Noldor, tout simplement. Sauf que Éole les supporte pas. Et Aredel va lui parler Gondolin, cette magnifique cité. Et en parlant à son fils, elle va commencer à avoir envie d'y retourner, de retourner à Gondolin, retourner près de son frère. Et Maeglin, ce qui l'intrigue pas mal, c'est que Torgon, son tonton, il a pas d'héritier. Il a sa fille, Idril, mais il n'a pas d'héritier. Mâle, on va dire. Le problème, c'est que Éole, qui déteste les Noldor, refuse que Aredel ou Maeglin aient le moindre contact avec les Noldor, et donc avec leur famille, et interdit à son fils de parler au fils de Fëanor en plus. Mais un jour de solstice d'été, alors qu'Éole va s'absenter, justement sur les suggestions de son fils, Maeglin, Maeglin et Aredel vont en profiter pour partir en Tsum Tsum. Coucou Olaf. Donc ils vont partir en Tsum Tsum. Vers Gondolin. Sauf que Éole va partir, Éole va revenir plus tôt que prévu, va se rendre compte de ce qui vient de se passer et va décider de les suivre. Mais il pensait qu'ils étaient pub. J'attends alors. Pour en revenir à ce que tu disais, Slayer Bro, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, c'était juste pour expliquer que la situation entre Aredel et Éole est assez bizarre. Il ne peut pas la forcer. Chez les elfes, c'est comme ça, tu ne peux pas forcer, on va dire. Voilà. Et coucou Azerty, comment ça va? Donc, c'est pour ça qu'elle a dû développer des sentiments pour lui. Théoriquement, je dis bien théoriquement, dans cette version-là. Voilà. Mais ça reste une situation où tu peux pas vraiment dire que ce soit un bel amour comme Galadriel et Celeborn qui sont tombés amoureux et qui vivent pendant des millénaires ensemble leur histoire, quoi. Ben ça va, Azerty, ça va bien, merci. J'attends la fin de la pub pour reprendre mon histoire avec Maeglin. C'est là le problème, Athéna, et j'expliquerai plus tard. Mais voilà, c'est pour sous-entendre quand même que c'est pas une relation amoureuse. C'est surtout pour souligner ça. C'est pas... C'est quasi de la séquestration, hein. Voilà. On est là. Hein. Voilà. Ben, je reprends. Normalement, vous avez rien raté quand j'ai vu pub. Quand j'ai vu pub, j'ai arrêté. Donc, je reprends un petit peu en arrière. Un jour de solstice d'été, donc, Éole va s'absenter. C'est Maeglin qui l'a poussé à s'absenter. Et donc, Maeglin et sa mère Aredel vont se rendre à Gondolin. Sauf que Éole va revenir plus tôt que prévu et va se rendre compte qu'ils sont partis et va les suivre, croyant qu'ils sont allés rendre visite au fils de Fëanor, donc Corufin et Celegorm. Éole va échanger avec Corufin et Celegorm. Et là, il comprend tout de suite qu'Aredel et Maeglin sont en route vers Gondolin. Et donc, il va les suivre, il va les rattraper. Faut se demander à quelle vitesse va son cheval, quand même. Et il aperçoit le passage secret qu'ils empruntent tous les deux pour
se diriger vers Gondolin. Faut savoir que donc les entrées de Gondolin sont cachées. Hein. Aredel et Maeglin sont autorisés à franchir les 7 portes parce qu'il y a 7 portes hein, à Gondolin. Et ben voilà, ils sont accueillis par Turgon. Et là, Maeglin va avoir un coup de foudre pour sa cousine, pour Idril, la fille de Turgon, pour sa cousine. Voilà, il va avoir un coup de foudre pour sa cousine. Mais voilà, Éole va tenter de rentrer dans la ville et il va être tout de suite capturé et amené devant Turgon. Éole, voilà, va être quand même bien accueilli, mais, parce que voilà, c'est le mari d'Aredel, hein, donc d'une princesse, Noldo, donc Éole finit par être bien accueilli à Gondolin, mais Turgon lui dit « Tu as interdiction de quitter la ville, tu n'as pas le choix. Maintenant que tu y es venu, tu n'en sors plus. » Voilà, c'est terminé. Et donc, Éole et Maeglin n'ont d'autre choix que de rester à Gondolin. Ou alors, là, Turgon, il est intransigeant, c'est « Ou vous mourrez. » Alors, en criant « Je choisis la seconde option, et mon fils aussi, vous ne toucherez pas à ce qui m'appartient », Éole va lancer un javelot sur Maeglin pour tuer son fils. Hein. Éole balance un javelot sur son fils pour tuer son fils, quoi. Mais Aredel va s'interposer pour prendre le javelot. Et donc, elle finit, voilà, par être tuée à sa place. Hein. C'est un javelot empoisonné, ça prend un peu de temps. Mais elle est tuée à la place de son fils. Et Éole va être directement condamné à être précipité du haut des remparts de la ville. Et donc Éole dit à Maeglin que comme il a failli à sa mission envers son père, puissent également ses propres espoirs s'évanouir et qu'il subisse le même sort que son père. Et coucou Arwen, comment ça va? Vraiment là, Maeglin, il vient de perdre son père et sa mère. Voilà. Et du coup, il est maudit, en même temps, par son père. Vraiment un top, hein, le papa. Médaille du père de l'année. Hein. Maeglin finira par acquérir une grande renommée à Gondolin et surtout les faveurs de son oncle Turgon. Il va combattre avec bravoure lors d'une bataille qui s'appelle Nirnaeth Arnoediad. On y reviendra. Mais voilà, pourtant, pauvre Maeglin. Voilà. Pauvre Maeglin. Son amour pour Idril est une grande source de chagrin intérieur. Parce que, voilà, ils sont cousins. Et donc leur lien de parenté est trop étroit. Ils ne pourront pas se marier. Le problème, c'est que c'est vraiment un amour à sens unique. Idril, elle le sent pas. Elle ne l'aime pas, en fait. Elle se méfie de lui et juge son amour pour elle étrange et pervers. Voilà. Donc Idril, vous voyez... vous voyez bien ce qui risque d'arriver au bout d'un moment. Hein. Si Idril, c'est une jolie princesse et qu'elle sent pas son cousin qui est amoureux d'elle, je crois que vous vous doutez un petit peu de ce qui pourrait arriver dans les futurs chapitres. Je vous laisse imaginer. Voilà. Ouais, mais il a mérité d'être jeté des remparts. Mais oui, il est toxique le papa. Ouais, ouais, j'ai retrouvé ma voix. Voilà, ça c'était le résumé de ce chapitre 16 au sujet de Maeglin. Et là, on va passer à l'analyse. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et coucou Ilano. Donc le chapitre commence, hein, là, comme je le disais, au moment où la cité de Gondolin se porte à merveille. La paix y règne, l'avenir est beau apparemment. Là tout de suite en tout cas, même si on sait que la cité est condamnée à disparaître puisqu'on a été bien spoilé. Voilà, là ça se passe bien. Mais ce chapitre qui commence bien, on le sait, et vous venez de le voir avec le résumé, il y a une intensité dramatique
qui est très forte. On a tous les ingrédients qu'il nous faut pour une série mélodramatique avec trahison, relation toxique, amour non partagé, fléchette empoisonnée. Enfin, vous voyez, il y a tout, quoi. Voilà. On a donc comme personnage Aredel, Torgon, Éole, Maeglin et puis Kelegorm et Curufin, les fils de Fëanor. Amour, gloire et Noldor. Donc, le temps passe et voilà, on a 200 ans qui se sont écoulés dans ce qu'on appelle le siège d'Angband. Rappelez-vous, le premier âge de l'histoire de la Terre du Milieu en année du Soleil dure plus ou moins 500 ans. Pardon. Et pendant ces 500 longues années, on a 400 années de plus ou moins paix avec ce qu'on appelle le siège d'Angband. Et donc pendant cette période du siège d'Angband, la cité de Gondolin va être construite petit à petit par Turgon en secret, notamment grâce à l'aide d'Ulmo, le sort de Poséidon de l'univers. Et donc la cité ici de Gondolin est bien cachée, à l'abri de Morgoth et même du reste du monde. Voilà. Turgon a réussi, voilà, à protéger la cité en maintenant une loi, c'est que pour des raisons de sécurité, personne ne peut quitter Gondolin, ou plus précisément, voilà, la vallée de Tumladen, là où il y a la cité. Voilà. Voilà, personne ne peut la quitter. Et les habitants s'en contentent, sauf une personne. La sœur de Turgon, Aredel, qui est une princesse donc surnommée la Dame Blanche des Noldor, tout simplement parce qu'elle est souvent vêtue d'argent et de blanc et que ses cheveux sont noirs. Voilà, elle a des cheveux bien foncés. Elle commence à exprimer son désir de sortir davantage et Turgon va commencer à lui dire « Non, pas cette fois, prochaine fois, tu sais. » Sauf que Aredel, c'est une princesse et elle se laissera pas faire. Galadriel, c'est un peu la même chose. Les filles chez les Noldor, elles sont pas beaucoup en princesse voilà, Noldor. Elles sont 2, mais elles ont un caractère bien trempé, toutes les 2. Et bien que Galadriel voilà, soit assez sage, Aredel, elle a beaucoup de caractéristiques athlétiques en commun avec Galadriel, puisque Galadriel est décrite comme étant... pouvant faire des faits athlétiques, une femme grande avec un corps bien baraqué. Aredel, elle est aussi d'une certaine façon dans cette même veine. Elle allait à cheval, à la chasse, et elle se défendait sans aucun problème. Voilà, elle était capable de chasser à Valinor, avec notamment les fils de Fëanor, voilà, ses cousins. Il y a quand même un truc que Aredel ne possède pas comparé à Galadriel, c'est un peu cette préscience du caractère des gens. Galadriel, elle a un peu cette préscience pour juger les gens. Aredel, elle n'est pas très bon juge de caractère. Alors que, voilà, Fingon, lui, il est ami avec un des plus... Athéna, c'est pour toi. L'un des fils les plus respectables de Fëanor. Dites-vous qu'ils sont 7, ils sont pas nombreux, mais... Surtout un des plus respectables, c'est Maedhros. Donc Fingon, il est avec un gentil, on va dire. Aredel, elle va fréquenter les pires. Elle va fréquenter donc Kelegorm et Curufin. Et vous verrez au fil des chapitres plus tard que vraiment Kelegorm et Curufin, c'est de la sale race, comme on dit. Voilà. Les mots sont posés. Et... malgré ce qui s'est passé avec les navires, etc., voilà, Aredel, elle reste quand même attachée à Kelegorm et Curufin. Mais on revient à Gondolin, et là, ça fait des siècles qu'elle est là-bas. Elle commence à rêver de parcourir les plaines, à cheval, voilà, les vastes forêts, parce que là, elle est prisonnière. Elle est prisonnière de cette cité qui est magnifique, de ces montagnes qui les entourent. La vallée est quand même grande, mais c'est pas assez. Pour une elfe immortelle... explorer toujours la même chose, les mêmes champs, les mêmes arbres, les mêmes fleurs, elle commence à s'impatienter en fait. Elle a envie d'aller à l'aventure, aventure que son frère ne partage pas du tout. Voilà, Turgon, lui, il est très bien à Gondolin et il n'a pas envie de mettre en péril sa cité, du tout.
vu le caractère de Aredel, c'est dingue qu'elle ait réussi à attendre aussi longtemps. Voilà. Le Beleriand l'appelle. Torgon va la réprimander à ce sujet, mais elle va pas changer d'avis. Et finalement, Torgon va céder. Mais il craint, évidemment, les conséquences. Évidemment. Et au moment où Torgon essaye de lui expliquer voilà, là où elle peut aller, en lui disant voilà, va au Ithilum, chez notre frère, voilà, Fingon. Elle va lui répondre je suis ta sœur et non ta servante. J'irai au-delà de tes limites où bon me semble. Et si tu me refuses une escorte, j'irai seule. Voilà, je suis ta sœur et pas ta servante. Je t'écoute pas, hein, j'en fais qu'à ma tête. Et si tu me mets pas des bûchons pour m'accompagner, j'en ai rien à foutre, j'irai quand même. Voilà, on est vraiment sur une relation frère et sœur assez belle, quoi. Voilà. Donc, il va envoyer Aredel dehors avec notamment 3 de ses seigneurs. Hein, voilà, pas de simples gardes, hein, mais on parle vraiment d'elfes de compétition. Voilà. Et il va donner une avalanche donc d'avertissements au sujet de Morgoth et des dangers, etc. dont Aredel ignore tout, là. Même si Aredel a enduré l'Elcaraxé, etc., elle est pas casanière, elle a vécu des dangers, ça c'est évident, elle est pas bête, mais bon, voilà, Torgon fait tout pour protéger au maximum ce qu'il peut, même si Torgon sent que ça sent mauvais. Alors qu'elle est en train de voyager, elle va changer d'avis. En fait, elle va dire à son escorte qu'elle ne veut pas aller au Ithilum chez Fingon. Elle veut plutôt aller de l'autre côté, rencontrer les fils de Fëanor. Ils arrivent à la frontière nord du Doriath et cherchant à la traverser, mais voilà. Le problème, c'est que le Doriath, ils peuvent pas rentrer au Doriath. Vous savez, voilà, il y a l'anneau de Melian, mais en plus, les Noldor ne sont pas autorisés à rentrer, sauf la lignée de Finarfin, qui sont liés via Eärwen à Thingol, par la famille. Mais sinon, les Noldor peuvent pas rentrer au Doriath. C'est le royaume de Thingol, et donc ils n'ont pas l'accès. Voilà. Thingol, il est toujours furieux contre les Noldor pour le massacre fratricide. Et donc, c'est limite, il disait à Aredel, t'es pas de la famille, casse-toi, quoi. Donc, les gardes vont expliquer à Aredel qu'elle doit donc faire le tour pour visiter ses cousins de l'autre côté, quoi. Soit il passe par le nord et c'est une route qui est assez dangereuse, soit il passe par le sud et là, c'est plus long et plus ennuyeux. Et là, Aredel et son escorte vont passer par le nord. Voilà, ils décident d'aller là où c'est la route périlleuse du nord. Et pour ceux qui étaient là pendant le chapitre sur le Beleriand des ses royaumes, ils vont traverser Nan Dungortheb. C'est la vallée de la mort qui tue. Voilà. Et sans surprise, sur ce chemin, ils se retrouvent pris au piège par des ombres. Voilà, parce que c'est là où il y a les vestiges d'Ungoliant et son influence. Cette zone, c'est la mort. Voilà, c'est des ombres pressantes qui séparent finalement l'escorte et Aredel. Et Aredel, finalement, elle est bien contente d'être toute seule, mais voilà. Ils essayent de retrouver Aredel, mais ils se retrouvent attaqués par des araignées. Voilà. Et ils peinent à s'échapper vivants de la vallée de la mort qui tue. Hein. Et donc là, les seigneurs vont rentrer à Gondolin sans Aredel. Donc imaginez Torgon qui là se rend compte que mais sa sœur, elle est pas là. Et elle a disparu. Elle va peut-être rentrer. Mais non, Aredel ne va pas rentrer tout de suite en tout cas. Elle va poursuivre sa route. Elle est intrépide et courageuse, comme tous les descendants de Finwë. Et elle finit comme une brave, comme vous imaginez la femme de caractère que c'est. Elle atteint les terres de Celegorm et Curufin, donc les fils de Fëanor. Mais ils sont pas là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis un petit peu plus à l'est, partir chevaucher sur les terres d'un de leurs frères qui s'appelle Caranthir. Malgré tout,
les gens de Kelegorm et Corupin vont accueillir Aredel et vont lui dire « Mais reste et attends les seigneurs, ils vont arriver ». Et donc elle est heureuse de retrouver les grands espaces. Elle est heureuse, mais pour un temps. Parce que Aredel, vous l'avez bien compris, elle a un sale caractère. Et voilà, les deux frères, comme le dit Athéna, on sait là, s'attardent avec le troisième C. Voilà. Et une année entière passe. Et ils sont toujours pas là. Alors Aredel, elle en a marre. Elle en a marre. Elle repart à cheval, et seule. Et finalement, lors de ces pérégrinations, voilà que pas très loin de là où sont les fils de Fëanor, elle va arriver dans la forêt de Nan Elmoth. Cette forêt, on en a déjà entendu parler au tout début, donc de la Cuenta Silmarillion. C'est là qu'un certain Elwë a séjourné, il est parti errer seul là-bas. C'est là qu'il a été envoûté par Melian, la Maya, et qu'ils ont longtemps été comme pris dans une sorte de, on va dire, trouble espace-temps, pour être finalement revenus ensemble, et que Elwë prenne le nom de Thingol. C'est une forêt où on se perd, et potentiellement où on trouve l'âme sœur, qui sait. Et c'est là que Aredel arrive, et elle est sur le point notamment là de trouver son compagnon, voilà, son mari, mais c'est pas vraiment romantique, ça n'est pas vraiment un coup de foudre comme pour Thingol. Ainsi, on va faire la connaissance d'Éole, un elfe du clan des Teleri, donc un Teler, que beaucoup appellent l'elfe noir. Éole est appelé elfe noir parce que c'est un Morikwendi, donc c'est un elfe qui n'a pas vu la lumière des arbres. Voilà. Donc théoriquement, tous les elfes qui n'ont pas vu la lumière des arbres sont considérés comme des elfes noirs, donc des Morikwendi. Mais Éole, en plus de ça, si vous voulez, il a, on va dire, c'est un elfe noir plus, parce que il fouille activement le soleil. Voilà, il préfère la lumière des étoiles, il préfère la nuit. Il vit au cœur de Nan Elmoth, qui a la canopée si dense que la lumière du soleil ne pénètre pas. Donc on nous dit vraiment que la forêt en elle-même, le soleil n'arrive pas à passer. C'est une obscurité quasi absolue dans la forêt. En plus, Éole, il a un style métal, voilà, parce qu'il porte une armure toute noire qu'il a forgée lui-même. Voilà, parce qu'on nous dit ici qu'il a conçu lui-même un métal aussi dur que l'acier des nains, mais si malléable qu'il pouvait le rendre fin et souple. Pourtant, il restait résistant à toutes les lames et à toutes les flèches. Il a appelé ça le Galvorn, car c'était noir et brillant comme du jet, et il s'en habillait chaque fois qu'il partait à l'étranger. Donc on est sur un elfe forgeron, plus. C'est Dracula, si tu veux. Voilà. S'il doit y avoir un truc cool chez Maeglin, c'est le fait que ça soit vraiment un génie forgeron. Parce que Éole, c'est pas un type sympa. Du tout. Il a une mauvaise image, voilà. Il a pas une bonne image. Si vous voulez, Éole, il est apparenté à Thingol. Et donc, c'est une sorte de noble parmi les Sindar, mais il n'est pas de sang royal, ni l'héritier d'un titre prestigieux. Voilà. Éole, c'est un elfe qui s'est fait tout seul. Voilà. Il est les Noldor, les tenants responsables de la présence de Morgoth au Beleriand. Et il est très offensé, notamment des massacres fratricides perpétrés par les Noldor. Alors, en plus de ça, il s'entend très bien avec les nains. Et c'est auprès d'eux qu'il a appris son métier. En fait, c'est comme si Éole appréciait plus que... Il les apprécie plus que les elfes, quoi. Il est vraiment pas du genre à apprécier les elfes. En plus de ça, Éole, c'est aussi un forgeron légendaire, avec des compétences en travail des métaux incroyables. Et coucou à tous ceux qui arrivent. Il faut savoir que avant de partir du Doriath, Éole va offrir à Thingol une épée
extraordinaire qu'il avait forgé, en échange du fait qu'il puisse, lui, s'installer à Nam El-Moth. Donc il a demandé à Thingol s'il pouvait aller s'installer dans cette forêt sombre, tout seul. Et Thingol lui a dit ok. Et Éole lui a offert une épée. Une épée qui aura une importance capitale dans quelques chapitres. Éole garde... Enfin, voilà. Cette épée, si vous voulez, elle a en plus une sœur jumelle. Donc, Éole garde la réplique de cette épée. Et si vous voulez, ces épées jumelles, elles sont faites d'un matériau tombé d'une météorite, donc un matériau extraterrestre. C'est assez fou chez Tolkien. Mais donc voilà. Éole peut vivre à Nam El-Moth parce que justement, il a donné cette épée à Thingol. Malgré son mépris pour les Noldor, Éole, quand il va voir Aredel rentrer dans sa forêt, bah clairement, il va faire une exception. Elle est trop belle, la madame. Voilà. Il a une très bonne vue, voilà. Sa vision est très bonne, mais voilà. Elle est tout le temps vêtue de blanc et d'argent. Donc, à mon avis, dans une forêt sombre, elle doit se voir très fort. Et donc, attirée par cette lueur blanche dans les ténèbres, là, Éole la désire comme une nouvelle possession. Donc, voilà, là, les termes y sont mis. Voilà. Voilà. Là, Éole, forgeron, ténébreux, un peu mystérieux, le voilà transformé un peu en elfe sournois qui va comme tisser des sorts et comme rôdant dans les bois pour attraper sa prochaine victime. Et donc on nous dit qu'il va lancer des sortilèges autour d'elle, l'empêchant de trouver la sortie et la poussant à se rapprocher inexorablement de sa demeure au cœur de la forêt. Alors, ça n'est pas expliqué, les sorts, etc. Mais vous savez que les elfes sont capables de magie par l'acte de création. Donc il est... Voilà. On est sur une magie des elfes qui est très spécifique. Et donc Éole fait partie des elfes, on va dire un peu supérieurs. Voilà. Capable de cette forme de magie qui change carrément la forêt dans laquelle il vit. Et donc, Aredel va finir petit à petit par être poussé vers la demeure d'Éole, là où se trouve sa forge et sa maison, ses serviteurs, etc. Voilà. Comme je vous ai dit, la magie, c'est complexe chez Tolkien. Elle est omniprésente, elle est insidieuse par moments. Voilà, on a vraiment ce concept, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Pourquoi Éole est capable de faire ça. C'est juste comme ça. Certains elfes sont capables de magie, c'est inné chez eux. Voilà. On nous dit que lorsqu'Aredel, l'as d'Éré, arriva enfin à sa porte, Éole se révéla à elle. Il l'accueillit et la fit entrer dans sa maison. Et elle demeura, car Éole l'a prit pour épouse, et longtemps s'écoula avant que l'un de ses proches n'ait de nouveau entendu parler d'elle. Donc, plus tard, dans le Silmarillion, il faut savoir qu'il est marqué que Éole prend Aredel avec les mots ajoutés contre son gré. La situation d'Aredel et Éole est vraiment pas une relation d'amour, comme vous pouvez le voir. Je crois que vous avez compris. Ici, on n'a pas du tout un schéma très beau qu'on retrouve chez Tolkien d'habitude, avec Aragorn, Thingol ou Beren. On a un schéma narratif. À chaque fois, c'est un noble qui s'égare dans une forêt enchantée, qui aperçoit là une belle fille, subjuguée par sa beauté, amour véritable, mutuel, fidèle, merveilleux qui s'installe, relation authentique, tadam, et c'est beau. Sauf qu'avec Éole, bah, c'est pas du tout la même chose. La jeune fille s'égare dans son bois. Il piège la jeune fille dans son bois avec ses manigances. Alors,
Il semblerait qu'il y ait une forme d'attirance quand même, mais l'amour beau, magnifique, merveilleux, fidèle, incroyable, tout ça reste quand même discutable. Voilà. On pourrait voir ça comme une version un peu tordue de La Belle et la Bête, si vous voulez. Voilà. Il n'est pas dit qu'Aredel était totalement réticente, ni que sa vie à Namelmoth lui avait été insupportable pendant de nombreuses années. Voilà. Voilà, c'est un précurseur de Dark Romance. Voilà. Dans tous les cas, vous êtes bien d'accord qu'il y a ici anguille sous roche. La volonté d'Aredel n'est pas niée, mais... Et d'une certaine façon, nous, on le ressent. Aredel est prisonnière. Elle n'est pas confinée dans des murs lumineux à gondolines magnifiques. Elle se retrouve dans un petit espace restreint, vivant dans un endroit où la lumière du jour ne traverse pas. Et sur ordre d'Éole, elle doit fuir la lumière du soleil, en fait. Et les seuls moments un peu, on va dire, romantiques de leur mariage, c'est lorsqu'ils errent ensemble sous les étoiles. Vous savez, les Eldar, les elfes, se sont éveillés sous les étoiles. Ils vénèrent les étoiles. Aredel peut quand même s'aventurer seule, mais toujours dans l'obscurité. Encore une fois, ici, après Turgon qui lui dicte ce qu'elle doit faire, c'est son mari qui lui dicte où elle peut aller et ce qu'elle peut faire ou pas. Voilà. Éole va quand même lui interdire d'aller chercher les fils de Fëanor. Il lui interdit donc, voilà, de quitter la forêt. Et puis le temps passe. Et ils finissent par avoir un fils. Ensemble. Donc, Maeglin, qui signifie regard perçant en Sindarin. Voilà. Et le gamin, il est comme son papa, hein, une sorte de gothique, hein, si on peut dire comme ça, hein, cheveux noirs, teint pâle, même s'il tient surtout de la famille de sa mère pour le visage et le corps. Et il a quand même le caractère assez proche de son père. Maeglin, c'est quand même le fils de 2 elfes exceptionnels, hein. On parle quand même d'Éole qui, comme vous le voyez, n'est pas... Même s'il est pas ouf, on va dire, d'un point de vue éthique, reste quand même un elfe prodigieux. Et Aredel, on parle quand même d'une princesse de la lignée royale des Noldor. Voilà, c'est une Galadriel numéro 2. Hein. Pour essayer que vous compreniez que c'est vraiment pas... C'est vraiment le top du top. La lignée royale, c'est genre des surelfes. Voilà. Donc Maeglin, fils de parents exceptionnels, ça fait de lui un jeune homme qui est doué. Voilà, il a un talent pour tout. Voilà. En grandissant, Maeglin se rend bien compte que, voilà, Éole n'est pas spécialement attaché à lui, il lit pas avec son père, voilà. La seule chose que Éole fait, c'est emmener Maeglin dans les cités naines de Belegost et Nogrod, notamment dans les montagnes bleues, où ils vont pouvoir perfectionner leurs compétences en forge. Ça n'a pas l'air vraiment d'être on va dire, un voyage pour père et fils pour passer un bon moment, mais c'est pas vraiment de l'affection, mais ça ressemblerait plus à une affaire. C'est comme si, voilà, il prenait son fils pour faire des affaires, si vous voulez. Comme si son fils était plutôt un investissement. Parce que Maeglin apprend le métier de son père, l'artisanat, la forge, mais surtout la recherche de minerais dans les montagnes. Comme vous voyez que c'est pas le père de l'année hein, pour Maeglin, voilà, Éole n'est pas ouf. Hein. Maeglin, il a quand même de la chance parce que sa mère, il l'aime énormément. Et dès que Éole part, voilà, Aredel, elle lui raconte tout plein d'histoires de son passé. Elle est née en Valinor, elle lui raconte son éducation totalement différente de la sienne. Voilà comment elle jouait près des 2 arbres sans doute, où elle a dû lui expliquer les Valar. Voilà. Sauf que Maeglin, en écoutant sa maman, on se rend bien compte, nous en tant que lecteurs,
qu'il a vraiment hérité du caractère de son père et de l'égoïsme de son papa. Parce que, en écoutant sa mère parler justement de Turgon, donc du tonton de Maeglin, et de Gondolin, il y a un détail qui va marquer Maeglin très fort. C'est que le roi de Gondolin n'a pas de fils. Et Aredel lui a fait remarquer que la royauté des Noldor se transmettait généralement aux fils. Donc Maeglin, c'est pas... Au début, quand vous lisez, vous pourriez presque prendre en pitié Maeglin. Et là, vous vous rendez bien compte du sale caractère qu'il a, quoi. Malheureusement. On vous prévient petit à petit que Maeglin, voilà, faut pas ressentir trop de pitié pour lui. Il a un sale caractère. Voilà. Et voilà, la nostalgie, c'est un sentiment qui est très fort. Et les récits d'Aredel, elles, m'ont commencé à lui rappeler combien elle est malheureuse là. Et combien sa vie, finalement, elle était merveilleuse avant. Pourquoi est-ce qu'elle est partie voilà. Et pendant tout le moment où elle commence de plus en plus à parler de Gondolin à son fils, qui pose plein de questions pour essayer d'apprendre à rentrer à Gondolin, Aredel, elle tient sa promesse. Elle ne révèle rien par rapport à Gondolin. Éole va apprendre l'intérêt naissant de son fils pour les Noldor, et il va essayer très rapidement de casser l'envie de son fils, de retrouver sa branche maternelle. Il va lui dire « Tu es de la lignée d'Éole, Maeglin, mon fils, et non des Golodrim. Voilà. Toute cette terre est celle des Teleri, et je ne traiterai pas, ni mon fils ne traitera avec les assassins des nôtres, les envahisseurs, les usurpateurs de nos foyers. En cela, tu m'obéiras. Sinon, je te réduirai en esclavage. » Je vous le dis, hein. Le père de l'année, hein. Et Maeglin, on lui dit, si tu veux continuer à aller du côté des Noldor, tu vas être réduit en esclavage. Vous imaginez bien que Maeglin va rien dire. Voilà. Voilà. À partir de ce moment-là, Éole va cesser d'emmener son fils en voyage avec lui. Voilà. C'est comme s'il voulait plus que son fils découvre le monde, en fait. Et là, vraiment, Aredel et Maeglin sont prisonniers. Ils peuvent un peu se promener à cheval dans les bois, mais c'est tout. C'est la volonté d'Éole ou rien d'autre. Mais comme vous le savez, Aredel, elle a un fichu caractère. Et Maeglin est quand même aussi, lui, héritier de Aredel. Ils sont donc tous les deux intrépides et rebelles. Hein. Et donc, un jour de solstice d'été, les nains vont inviter Éole à un festin à Nogrod. Et Éole va y aller, laissant évidemment sa femme et son fils à la maison. Et là, Maeglin arrive à convaincre sa mère de partir une bonne fois pour toutes, d'aller à Gondolin ensemble, parce que Maeglin a besoin d'Aredel pour rejoindre Gondolin. Ce qui, là, pour Aredel, elle regrette sa liberté, l'amour de sa famille lui manque, son peuple aussi, et là, ça réfléchit, les paroles de son fils, là, elles sont si puissantes. Et donc Aredel va mentir aux serviteurs d'Éole, prétendant qu'ils vont aller voir les fils de Féanor. Mais bien sûr qu'ils vont pas aller voir les fils de Féanor. Ils chevauchent plutôt direction l'ouest. Aredel va rentrer chez elle. Mais le problème, c'est qu'Éole va rentrer plus tôt que prévu chez lui et va découvrir, avec stupéfaction, qu'Aredel et Maeglin sont partis et se sont rendus chez les perfides Noldor. Voilà, les fils de Féanor. Voilà. Il va chevaucher directement. En plus, il doit aller sous le soleil, vous imaginez. Il est repéré directement par une patrouille frontalière de chez Curufin qui va l'arrêter. Et là, on a une scène où Curufin et Éole échangent des paroles avec, voilà, qui sont assez du mépris, etc. On voit que les deux sont prêts à s'affronter comme ça, mais voilà. Curufin est
extrêmement loyal, pardon, envers Aredel, voilà. Et il respecte, voilà. Il fait « Ne fais pas étalage du titre de ta femme devant moi, car ceux qui enlèvent les filles des Noldor et les épousent sans don ni permission ne gagnent aucune parenté avec leur peuple. Je t'ai donné la permission de partir, prends-la et va-t'en. Selon la loi des Eldar, je ne peux te tuer maintenant. Et voici un conseil supplémentaire. Retourne à présent dans ta demeure, dans les ténèbres de Nam El-Moth, car mon cœur m'avertit que si tu poursuis maintenant ceux qui ne t'aiment plus, tu n'y retourneras jamais. » Donc là, parfait. Corofin, comme le dit Fëanor dans le chat, Corofin, il vient de mettre une pression à Éole en lui disant « Mec, elle est partie, t'es pas ma famille, mais je te donne un conseil, casse-toi, laisse-la, parce que sinon ça va mal finir pour toi. » Traduction dégage de ma pelouse. C'est vraiment ça, Ovigust. Et Éole va garder sang-froid, malgré ça, hein, voilà. Et donc, il apprend que Aredel et Maeglin ne sont pas venus ici, mais ont dû partir vers l'ouest. Et là, il comprend vraiment qu'ils sont partis pour le quitter définitivement, en fait. Et là, il va se lancer, dans une poursuite, animée d'une vengeance et d'une haine. Voilà. Vraiment terrible. Parce que, rappelez-vous, Aredel, il l'a vu comme quelque chose qu'il devait posséder. C'est ses possessions. C'est ses possessions. Mais, par un heureux hasard, malheureux hasard, voilà, les chevaux d'Aredel et Maeglin vont hennir bruyamment et la monture d'Éole va les entendre et va foncer droit sur eux. Voilà. Et l'obstination d'Aredel de toujours porter du blanc pose aussi problème parce que Éole va la remarquer, voilà, très loin. Et donc, à partir de là, Éole va pouvoir la suivre jusqu'au passage secret qui mène à la ville. Aredel donc passe par le passage secret, elle est approchée par les sentinelles de Gondolin. Elle va franchir les 7 portes, hein, ces portes de montagne qui sont extraordinaires et qui sont très bien décrites dans la version de Tuor dans Contes et légendes inachevées. Mais c'est pas décrit ici. Voilà. Et donc là, Aredel et Maeglin sont pas avec Éole, hein. Ils sont passés le passage, les gardes les ont pris. Ils arrivent devant Turgon, le roi de Gondolin qui est fou de joie. Fou de joie, sa sœur est saine et sauve. Et en plus, surprise, elle a un fils. Bon d'accord, il est peut-être un petit peu bizarre, mais ça a l'air d'être quelqu'un de bien, non? Non? Et donc Turgon est ravi, la vie est belle. Maeglin, lui, il trouve Gondolin encore plus belle que ce que sa mère lui a dit. Voilà, il va près de son oncle, il s'imprègne de la beauté, et là, il voit Idril, sa cousine, la fille de Turgon. Elle a des cheveux d'or, comme sa maman. Hein. Maeglin est épris d'elle. Elle lui semblait être le soleil qui éclairait toute la salle du roi. C'est beau. Mais c'est sa cousine. Et là, alors que voilà, c'est la joie, Turgon qui voit sa famille et Maeglin qui tombe amoureux, Aredel qui est heureuse enfin d'avoir retrouvé sa famille, bah, tout ça va très rapidement avoir un moment triste qui nous attend. On le sait, Éole va s'infiltrer, voilà, puisqu'il a pu voir Aredel rentrer dans le passage secret, il va s'infiltrer dans les sentiers secrets qui mènent à la vallée. Et ça, c'est vraiment ce que Turgon craignait depuis super longtemps. Gondolin est certes cachée, mais elle est aussi bien gardée. Et donc, Éole, voilà, est directement attrapée par les sentinelles. Normalement, quand un étranger passe, il doit être tué sur le champ. C'est un étranger, mais les lois de... Voilà, normalement, la loi de Turgon fait que tu dois être tué. Mais les elfes, ils sont polis. Et donc, permettent à l'elfe de parler avant d'être tué. Et à ce moment-là, l'elfe, contre toute attente, pour les sentinelles, prétend
qu'Aredel, la dame blanche de Gondolin, et sa femme. Et là, les elfes sentinelles, ils sont en mode ok, ben on va pas te tuer et on va tout rapporter à Turgon. Ils l'amènent donc l'information à Turgon, soulignant la difficulté à maîtriser leurs prisonniers et expliquant précisément pourquoi ils l'ont pas tué. Et Aredel va confirmer l'identité d'Éole et elle va assurer à Turgon qu'elle ne voulait pas le conduire à Gondolin. Elle ne cache rien. Voilà. Elle va lui expliquer ce qui s'est passé et qui est Éole. Et donc, elle explique aussi que Maeglin, s'il y a un fils, c'est pas l'œuvre d'Eru Ilúvatar, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle fait comprendre à son frère qu'il y a bien un papa dans l'histoire et que c'est bien lui. Et donc, Éole finit par être amenée voilà, devant Turgon. Ce passage-là, on est sur un passage écrit par Tolkien avec... Comment vous expliquer? C'est un échange qui est extrêmement dramatique. Et que si vous ne connaissiez pas l'histoire, en fait, si vous ne connaissez pas, si vous lisez le Silmarillion et que vous découvrez ce passage-là, c'est hyper prenant parce que en très peu de mots, Tolkien arrive vraiment à donner une multitude d'idées à ce moment-là. Et ce passage-là excelle, vraiment. Éole et Turgon soulèvent des arguments pertinents tous les deux. Ils sont très durs et obstinés tous les deux. Voilà. Le problème, c'est que les elfes sont très orgueilleux. Voilà. Donc les elfes sont tous réunis. Aredel est là, Maeglin aussi. La garde du roi aussi. Turgon appelle carrément Éole parent. Donc il légitime sans aucune hésitation le mariage d'Éole et Aredel. Alors que Curufin ne l'avait pas fait, mais Turgon est plutôt sympa. Mais il explique à Éole, écoute, je ferai pas d'exception. C'est comme ça. Tu as trouvé le chemin pour Gondolin. Nul ne repartira après avoir trouvé le chemin jusqu'ici. T'as pas le choix. Et alors là, Éole va déverser son fiel sur Turgon. Il va exprimer son dégoût pour les Noldor. C'est la terre des Teleri, ici. Et les Noldor ont essayé de l'approprier. Voilà, il prétend que les Noldor ont apporté la guerre et ce Morgoth à la con, là. Et que, voilà. Éole, il n'est pas venu espionner ni révéler. Il veut juste revendiquer ses biens. Et ses biens, ses possessions, c'est sa femme et son enfant. Ses possessions. Mais, il est dans une bonne journée. Il accepte qu'Aredel reste. Parce que de toute façon, c'est une piètre épouse, on va pas dire. Il dit à ce moment-là, laissez l'oiseau retourner dans sa cage où il retombera bientôt malade, comme il l'a été auparavant. Vraiment, Éole. Mais quel connard. Voilà. Ouais, bon, Gondolin, une cage, elle est très jolie. Mais voilà. Donc, Éole, dans sa bonté d'âme, vous l'avez compris, accepte qu'Aredel reste, mais il dit, ok, il exige qu'on lui livre Maeglin, et il se retourne sur son fils et lui ordonne de le suivre. Sans se soucier de la loi de Turgon. Éole insiste, ils vont partir tous les deux. Sauf que Turgon ne va pas l'accepter. Éole ne partira pas et il ne décidera pas en plus à la place de Maeglin. C'est pas possible. Parce que Turgon, assis sur son trône, va brandir son sceptre funeste et va dire d'une voix sévère « Je ne discuterai pas avec toi, elfe noir. Seules les épées des Noldor protègent les forêts obscures. Ta liberté d'y errer en toute liberté, tu la dois à ma lignée. Sans elle, tu serais depuis longtemps réduit en esclavage dans les fosses d'Angband. Et me voici, roi, que tu le veuilles ou non, mon destin est la loi. Ce seul choix t'est offert, demeurer ici ou mourir. Et il en va de même pour ton fils. Éole qui dit, je vais partir avec mon fils. Voilà. Turgon qui lui dit, non. Voilà.
le seul choix qui t'est offert, c'est ça, tu demeures ici ou tu meurs. Et c'est la même chose pour ton fils. Le sceptre du destin a parlé. Voilà. Et donc vous imaginez bien que là, ça dégénère. Turgon et Éole se toisent là. Et puis, rapide comme un serpent, Éole va glisser sa main sous sa cape et va lancer, voilà, va sortir un javelot de sa cape. Apparemment, les elfes, ils fouillent pas. Ils fouillent pas les autres. Hein, voilà. Je sais pas, mais s'il y avait eu une fouille au corps, peut-être qu'ils auraient trouvé le javelot, mais bon. Voilà, on va dire que les elfes de Gondolin n'ont pas souvent d'invités puisque c'est caché, donc on va dire que c'est pour ça. Mais voilà, une fouille au corps, ça aurait quand même pu servir, non? Voilà, hein, surtout qu'un javelot sous une cape, voilà. Voilà. Éole donc, avec son javelot, au lieu de, entre guillemets, on va dire peut-être menacer ou quoi que ce soit avec le javelot ou autre, va décider la violence. Voilà. Voilà. On pourrait imaginer qu'avec le javelot là empoisonné en plus, Éole choisirait la vengeance et lancerait le javelot sur Turgon. Ce serait logique. Turgon qui lui empêche de partir. Et pourquoi pas? En plus, il abattrait un seigneur Noldor, enfin voilà, Noldo, qu'il déteste, en fait. Et là, Éole vise son fils. Il vise Maeglin, donc la plus précieuse de ses possessions. Viser son enfant, c'est... Waouh. Il se dit, ok, je suis condamné, alors je vais emmener mon fils avec moi. Voilà. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Je dois vous avouer que sur ce coup, là, Éole, pendant un bref instant, il arrive à éclipser Fëanor. Hein. Niveau... Parce que Fëanor, il n'aurait pas tenté de tuer un de ses enfants, quand même. Voilà. Éole, sur ce coup, c'est un beau connard. Voilà. Mais face à lui, évidemment, il a Aredel. Et alors que Éole lance le javelot vers son fils, eh ben Aredel va se lancer sur la trajectoire et va recevoir le coup à la place, dans l'épaule. Une petite égratignure. Ça aurait dû. Et bien sûr, là, tous les gardes sautent direct sur Éole et l'emmènent. Et Maeglin ne dit rien. Son père, voilà, vient de faire une tentative de meurtre sur sa personne. Mais en fait, il réagit même pas au fait que sa mère est touchée. Alors, il est décidé qu'Éole comparaîtra devant Turgon le lendemain. Et, bizarrement, Aredel et Idril prennent la parole en faveur, implorant la clémence. Voilà. Maeglin ne va rien dire. Sauf que, d'un coup, la situation va s'aggraver. Le javelot était empoisonné et Aredel tombe malade pendant la nuit. Et ils s'en rendent compte trop tard. Ça y est, c'est perdu. Et là, Aredel meurt. Et elle est envoyée chez Mandos. Alors finalement, l'histoire de Clémence, là, qu'Aredel et Idril, elles ont proposé, bah voilà, Turgon, sa sœur vient d'être tuée par Éole. Voilà, le lendemain, il n'y a même pas hésitation. Il fait emmener Éole à l'extrémité nord de la ville, là où il y a une grande falaise. Et il faut savoir que les exécutions à Gondolin, elles sont très rares. Voilà, c'est pas la potence ni l'épée, c'est une gigachute. Hein, voilà, hein, c'est comme ça. Et donc, là, Maeglin continue d'observer et dit rien. Éole va dire ces dernières paroles. Tu abandonnes donc ton père et sa famille, fils illégitime. Ici s'évanouiront tous tes espoirs, et ici viendra peut-être la même mort que moi. Est-ce que c'est encore une prophétie? La réponse dans quelques épisodes. Voilà. Encore de la
la clairvoyance, hein, de la préscience, voilà. Que va-t-il advenir de Maeglin? Bah, vous verrez ça dans quelques chapitres, hein, bien évidemment, mais je crois que vous venez d'avoir un bel indice. Hein. Tolkien le spoiler fou, encore une fois. Et donc là, c'est le moment d'Éole, voilà, d'être balancé du dessus du précipice. Maeglin va rester encore muet, mais on a des explications sur comment ça se passe pour lui. On apprend donc qu'il prospère et devient finalement illustre, hein, à Gondolin, loué de tous. Il est en grâce près de Turgon. Il est bien sûr tout ce qui reste au roi de sa petite sœur, Aredel. Mais Maeglin, on le rappelle, c'est pas quelqu'un de bête. Hein. Voilà. Quand il prend la parole, on l'écoute. Et il est enfant de parents prodigieux. Il l'est. Et donc, il arrive à transmettre son savoir-faire aux forgerons et à ceux qui souhaitent l'apprendre. Il va partir explorer les montagnes encerclantes et va y découvrir des métaux et des pierres et aide les elfes à étoffer leur arsenal. Voilà. Maeglin reste, enfin est et devient et reste un atout pour la ville de Gondolin. Là, attention, hein, encore spoiler, hein, il y aura une terrible année, hein, dans le futur avec une très grosse guerre au Beleriand et Maeglin accompagnera son oncle Turgon à la bataille. Et donc, il sera, pendant cette bataille, féroce et intrépide au combat. Mais faut pas oublier que Maeglin, dès le départ, même quand il était avec sa mère, Anna Melmoth, hein, encore chez Éole, Maeglin il était égoïste et ambitieux, discrètement. Et à son arrivée à Gondolin, il a vraiment eu un coup de foudre pour sa cousine, Idril. Elle lui attire toute son attention. Et c'est pas juste Idril, mais c'est aussi le pouvoir qu'une alliance avec elle, ça pourrait lui conférer. Et donc, il nourrit une passion grandissante pour elle, mais sans espoir, parce que il le sait, chez les Eldar, on n'épouse pas sa cousine. Idril, elle est perspicace. Et elle est consciente de Maeglin et son désir secret. Et elle le trouve malhonnête. Et elle pense qu'il mènera à rien de bon. Elle l'aime pas. Elle est la seule elfe, quasi de Gondolin, à croire, à être sûre en fait que Maeglin, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Et Tolkien nous le dit à la fin du chapitre, hein, une sombre graine du mal est semée. Maeglin, incapable d'obtenir la fille qu'il désire. Vous imaginez bien que ça peut être compliqué. Le prochain chapitre, parce que là, le chapitre 16 sur Maeglin est terminé, on parlera de l'arrivée des hommes dans l'ouest, hein, donc l'arrivée des hommes en Beleriand. Ça va être un beau chapitre, hein, ça. Voilà. Un beau chapitre aussi qui nous attend la semaine prochaine. Mais avant, on va passer sur une petite histoire éditoriale de l'histoire éditoriale donc du chapitre de Maeglin. On n'a que de très légers indices qui apparaissent dans cette histoire dans le livre des contes perdus. Dans le conte de la chute de Gondolin, Maeglin, qui est écrit avec un E, pas A-E, est le neveu du roi par sa mère, la sœur du roi, Idril. Elle s'appelle Idril à ce moment-là, Aredel. Et donc l'histoire d'Aredel, nommée Idril à ce moment-là, et Éole, n'est pas contée ici. Voilà, Maeglin, dans cette version, son signe c'est la taupe noire, et il est moins beau que la plupart des elfes de Gondolin. Turgon va rejeter la demande de mariage, voilà. Tout ça pour dire que, en gros, si vous voulez, Maeglin est un personnage qui est là, en fond, depuis le départ. Chez Tolkien. Dans ce qu'on appelle le champ de la chute de Gondolin, on commence à avoir des traces justement de
voilà, d'Éole qui est dans une forêt dans les sombres bois de Doriath. Et voilà que la princesse est capturée. Et son fils, voilà, Maeglin, à Gondolin, il est envoyé à Gondolin, où il obtient le titre de seigneur. Donc, on commence à voir les esquisses de ce qui deviendra l'histoire donc d'Aredel. Il faut attendre l'esquisse de la mythologie, voilà, où la sœur de Turgon va se perdre à Tar Nofuin après la bataille des larmes innombrables. Donc, en plus, chronologiquement, on n'est pas du tout au même moment. Et donc là, elle se retrouve prisonnière d'Éole, voilà, où là, lui aussi est envoyé à Gondolin, etc. Donc voilà, on a cette histoire qui revient à plusieurs points. Puis dans la Cuenta Noldorinois, voilà, Isin, donc Aredel, va profiter de la disparition d'Éole pour s'échapper et voyager avec son fils jusqu'à Gondolin, où Maeglin est traité comme un prince. Voilà. Donc, on voit vraiment l'évolution. On voit vraiment l'évolution petit à petit, où on a des détails qui commencent à se mettre petit à petit. Voilà. Puis Tolkien va revenir en arrière dans une version encore après, où là, Maeglin est envoyé tout seul à Gondolin. Voilà. Parce que toutes les versions avant, c'était Aredel qui l'envoyait tout seul à Gondolin. Il y a une version où ils vont ensemble, et puis pouf, Tolkien, dans une version après, remet que Maeglin va tout seul. Voilà. Et puis, c'est dans les annales, voilà, les annales du Beleriand, que là, on a vraiment la base de ce qui va servir pour le chapitre ici. Donc, tout ce que vous avez ici, vous l'avez plus ou moins, hein, voilà. Il faut savoir donc, en plus de ce que vous avez dans les annales du Beleriand qu'on trouve dans la guerre des joyaux, vous avez un manuscrit dactylographié qui date plus ou moins de 1970 et qui s'appelle De Maeglin, fils-sœur de Turgon, roi de Gondolin. Voilà. Et avec ça, Tolkien va faire donc des corrections. Hein. L'histoire demeure inchangée, à l'exception de quelques détails concernant notamment les itinéraires et les dates de voyage. C'est à ce moment-là que Maeglin devient Maeglin, parce qu'avant c'était Maeglin. Isfin, qui est le nom d'Aredel dans toutes ses versions, sont enfin changés. On a Aredel qui arrive, Rodwen, Einiel ou Ar Einiel. Voilà. Donc on a tout ça qui nous arrive vraiment tardivement. Christopher Tolkien va tirer pour le chapitre de Maeglin ici du Silmarillion, principalement le manuscrit des années 51, comme souvent le chapitre de 51, voilà, qui est dactylographié. Mais il va juste omettre certains propos. Et voilà, se baser sur le dernier texte sur Maeglin pour quelques détails. Mais on est sur Maeglin, un personnage qui est là depuis le départ. Donc quand Tolkien écrit le premier récit de la chute de Gondolin, donc vers 1916-1917, Maeglin est déjà présent. Il n'a pas encore toute l'histoire qui viendra plus tard, et elle prend du temps à être écrite, mais Maeglin est présent. On est sur un personnage qui est remarquable, hein, et qui a vraiment évolué avec le temps. Et dites-vous que depuis qu'on a ça, on a carrément dans Nature of Middle-earth, on a tout un passage pour expliquer comment ça se fait que Maeglin, qui est né bien après Idril, pourrait avoir la maturité, on va dire, d'être entre guillemets plus âgé qu'Idril, pour être amoureux d'elle. Parce que oui, Maeglin est née en Terre du Milieu, en Beleriand, alors que Idril, elle est censée être née, voilà, en Valinor. Donc elle est vachement plus âgée que Maeglin. Mais Tolkien essaye de diminuer au maximum leur différence d'âge. Et tout ça est expliqué dans Nature of Middle-earth, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, Maeglin, c'est un personnage qui a vraiment... rares sont les personnages qui ont eu leur nom fixe pendant extrêmement longtemps. Maeglin, à part le A qui est venu se rajouter
dans les dernières versions du nom. Sinon, pendant plus de 50 ans, le personnage n'a pas changé. C'est Maeglin. Et ça, c'est fou, parce que vraiment, quand vous vous intéressez à tous les brouillons de Tolkien, vous vous rendez compte que les personnages n'arrêtent pas de changer de nom de manière régulière. Non, Nature of Middle-earth, il n'est pas en français. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que, ben voilà, Christopher Tolkien ici, comme d'habitude, comme très souvent pour le Silmarillion, il se base principalement sur le texte de 51. Mais voilà, il a eu matière à pouvoir chercher sur Maeglin. Voilà. Bon, j'espère que cette plongée voilà, à Gondolin et Namelmoth vous a plu. On se retrouve la fois prochaine pour l'arrivée des hommes, ça y est, en Beleriand. Et là, il faudra que les arbres généalogiques vont retomber dans pas longtemps. Hein. Préparez-vous. Ça va être quelque chose. Enfin bon, voilà. À bientôt pour la suite du Silmarillion. Voilà.